Ma fille et mon gendre sont partis en voyage et m'ont laissé ma petite fille pour une semaine. Le soir, alors que je l'abordais, la petite fille m'a murmuré une phrase qui m'a glacé le sang. « Grand-mère, ils ne sont pas partis en vacances. Ils sont partis pour récupérer ton héritage. » Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un fantasme d'enfant. Mais quelques minutes plus tard, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'un fantasme. C'était un plan. Et ils sont convaincus que je suis vieille, facile à manipuler et incapable de prouver quoi que ce soit. Une semaine plus tard, ils sont rentrés à la maison, et ce qui les attendait les a plongés dans une véritable panique. Ma fille Claire et son mari Julien ont annoncé leur départ comme une simple parenthèse. Quelques jours pour souffler, a-t-elle dit d'un ton léger, presque pressé. On en a besoin. Ils ont déposé leur fille, Lucie, devant ma porte avec 2 valises, un sac d'école et une liste d'instructions collée au réfrigérateur. Heure de coucher. Allergies. Numéro du pédiatre. Tout était organisé, propre, efficace. Trop efficace. Julien regardait sa montre. Claire embrassait sa fille sans vraiment la regarder dans les yeux. Ils avaient l'air pressés. Pas excités comme avant un voyage. Presses. On sera injoignable une partie du temps, a précisé Julien. Beaucoup de rendez-vous. Des rendez-vous? Pour des vacances? J'ai noté le détail sans rien dire. La voiture a quitté l'allée dans un bruit sec de gravier. Je suis restée quelques secondes immobile, Lucie tenant ma main. Ils vont loin? Ai-je demandé doucement. Très loin, a répondu Claire plus tôt. Mais pas tant que ça. À peine quelques centaines de kilomètres. Pas l'autre bout du monde. Ce soir-là, la maison me paraissait différente. Pas plus vide. Plus silencieuse. Lucie s'est installée dans sa chambre d'amie préférée, celle avec la lampe en forme d'étoile. Elle riait, insouciante. Moi, je repensais à cette phrase de Julien, beaucoup de rendez-vous. Je connais ma fille. Je connais les silences dans sa voix. Et celui-là n'avait rien d'un départ léger. Il disait partir pour se reposer. Mais quelque chose, dans leur façon de ne pas me regarder trop longtemps, me donnait l'impression qu'ils partaient surtout pour régler quelque chose. Et, sans que je puisse encore mettre des mots dessus, je sentais déjà que cela me concernait. Cette nuit-là, alors que je bordais Lucie, la maison était plongée dans un silence épais. La petite lampe diffusait une lumière pâle sur son visage sérieux, beaucoup trop sérieux pour ses 9 ans. Je me penchai pour l'embrasser quand elle a attrapé ma manche. « Mamie » a-t-elle murmuré. Sa voix n'avait rien du ton habituel des confidences d'enfant. C'était un chuchotement prudent. Presque inquiet. Oui, mon cœur. Elle a jeté un regard vers la porte, comme si quelqu'un pouvait écouter. Puis elle s'est rapprochée de moi. Je ne devais pas entendre. Mais hier soir, papa et maman parlaient dans le bureau. Ils ont dit qu'ils avaient trouvé un avocat spécial. Un avocat spécial. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré plus fort. Un avocat pourquoi? Ai-je demandé calmement. Lucie a froncé les sourcils, cherchant ses mots. Pour prendre le contrôle. Ils ont dit que c'était mieux si quelqu'un s'occupait de ton argent. Que tu étais. Elle s'est arrêtée. Que tu étais trop vieille pour gérer tout ça toute seule. Le mot est tombé doucement, mais il a résonné très fort. Je lui ai caressé les cheveux pour gagner quelques secondes. Ils ont aussi parlé d'héritage, a-t-elle ajouté dans un souffle. Papa a dit que si tout était organisé maintenant, ce serait plus simple plus tard. Plus simple. Je sentais mon cœur battre lentement, lourdement. Pas de panique. Pas encore. Tu es sûre d'avoir bien compris. Elle a hoché la tête. Il disait que tu ne te rendrais même pas compte. Cette phrase, elle l'a répétée presque mot pour mot. Je lui ai souri. Un sourire doux, maîtrisé. Ce sont des discussions d'adultes, ma chérie. Tu n'as pas à t'inquiéter. Mais pendant que je lui remontais la couverture et que je l'embrassais sur le front, une certitude froide s'installait en moi. Ce n'était pas une simple conversation abstraite. Ce n'était pas une inquiétude mal formulée. C'était un projet. Et, d'après les mots d'une enfant, ce projet portait mon nom. Je lui ai souri comme si rien d'important ne venait d'être dit. Un sourire doux, rassurant,
exactement celui qu'on attend d'une grand-mère. Les adultes parlent parfois de choses compliquées, Lucie. Ça paraît grave quand on écoute derrière une porte, mais ça ne l'est pas toujours. Elle me regardait avec ses yeux immenses, cherchant la vérité derrière mes mots. Tu n'es pas fâché? Non, mon cœur. Le mensonge est sorti sans trembler. Je lui ai remis sa peluche contre la poitrine, bordé la couverture, éteint la lampe. Tu n'as rien à craindre. Je te le promets. Elle a hoché la tête et, quelques minutes plus tard, sa respiration s'est apaisée. Un enfant peut encore dormir après avoir entendu des choses dangereuses. Un adulte, non. Quand j'ai refermé la porte de sa chambre, mon visage a changé. Le sourire a disparu. La chaleur aussi. Je suis restée quelques secondes dans le couloir, immobile, la main sur la rambarde. Mon esprit ne paniquait pas. Il calculait. Avocat spécial. Prendre le contrôle. Elle ne s'en rendra même pas compte. Ce ne sont pas des phrases improvisées autour d'un verre de vin. Ce sont des mots préparés. Je connais ma fille. Je connais son mari. Julien ne parle jamais au hasard quand il est question d'argent. Et surtout, je me connais. Je ne suis pas distraite. Je ne suis pas dépassée. Je ne suis pas incapable. Alors pourquoi chercher un avocat derrière mon dos? Une inquiétude sincère se discute en face. Une protection se propose. Un projet se prépare en silence. Et, debout dans ce couloir sombre, j'ai compris une chose très simple. Ce n'était peut-être pas une maladresse. Ce n'était peut-être pas une inquiétude. Ça ressemblait beaucoup plus à une stratégie. Je suis descendue à la cuisine sans allumer la grande lumière. Juste la petite lampe au-dessus de l'évier. Et là, face au silence, les souvenirs ont commencé à remonter. Pendant des années, j'ai aidé. Naturellement. Sans compter. La maison qu'il habite aujourd'hui, c'est moi qui ai versé l'apport initial. Un coup de pouce, comme on dit. Presque 120 000 € sortis sans discussion. L'école privée de Lucie, les frais d'inscription, les voyages scolaires, les activités. On te remboursera plus tard, maman. Je n'ai jamais demandé. Quand Julien a voulu changer de voiture, pour le travail, j'ai complété la différence. Quand Claire a parlé d'un projet immobilier qui ne se représentera pas, j'ai débloqué une partie de mes placements. Toujours avec la même phrase. On est une famille. Je n'ai jamais tenu de tableau. Jamais envoyé de rappel. Jamais mis de conditions. Je croyais que c'était ça, aimer correctement. Donner sans transformer l'aide en dette. Mais à force de donner sans limite, quelque chose s'installe. Une habitude. On ne dit plus « merci ». On dit « heureusement que maman est là ». On ne demande plus. On prévoit. Je me suis rendu compte, assise dans ma cuisine, que ma générosité était devenue un élément du décor. Comme un revenu régulier. Une sécurité automatique. Ma douceur, ma disponibilité, mon absence d'exigence. Tout cela avait peut-être fini par me classer dans une catégorie. Pas celle de la mère. Celle de la ressource. Et si aujourd'hui il parlait des « organiser mes finances », ce n'était peut-être pas pour me protéger. C'était peut-être parce que, dans leur esprit, mes biens faisaient déjà partie de leur équilibre. Et cette pensée-là, plus que la peur, a fait naître en moi quelque chose de nouveau. Pas de la tristesse. Pas encore de la colère. Une lucidité froide. Mon téléphone a vibré sur la table. Un message de Claire. Je l'ai ouvert sans précipitation, comme si je m'attendais à quelque chose de banal. Tout se passe très bien ici. Les rendez-vous sont prometteurs. Julien pense que ça peut vraiment changer notre vie. Changer notre vie. Je suis restée quelques secondes à fixer l'écran. Un voyage censé être une pause. Du repos. Un peu d'air. Et voilà que cela change leur vie. Pas on profite. Pas on visite. Pas on se détend. Des rendez-vous. Des choses prometteuses. Un tournant. J'ai relu le message une deuxième fois. Puis une troisième. Le ton était enthousiaste. Trop enthousiaste.
comme quand on croit avoir trouvé une solution miracle. J'ai répondu simplement. Lucie va très bien. Elle a fait ses devoirs. Bonne soirée à vous. Ne rien montrer. Ne rien questionner pour l'instant. Mais en reposant le téléphone, une évidence s'imposait. On ne parle pas de « changer sa vie » après un dîner en bord de mer. On parle ainsi quand on négocie quelque chose d'important. Quelque chose de structurant. Et si ce changement passait par moi? Alors je préférais être prête avant leur retour. Je me suis levée et je suis allée jusqu'à la fenêtre du salon. La rue était calme. Trop calme. Dans ma tête, les éléments commençaient à s'assembler. Lucie avait parlé d'un « avocat spécial ». Claire évoquait des « rendez-vous prometteurs ». Julien disait que cela pouvait « changer leur vie ». Ce n'était pas le vocabulaire d'un séjour en Provence ou d'un week-end en bord de mer. C'était le vocabulaire d'une négociation. Je connais le ton de ma fille quand elle est heureuse. Je connais aussi celui qu'elle prend quand elle cache quelque chose. Ce message appartenait à la deuxième catégorie. J'ai repensé à leur empressement en partant, à leur façon d'éviter mon regard trop longtemps, à cette précision inutile, on sera injoignable une partie du temps. Injoignable pendant des vacances? Non. Injoignable pendant des rendez-vous, des cabinets d'avocats, des conseillers patrimoniaux, peut-être même des experts médicaux. Plus j'y pensais, plus l'hypothèse du simple voyage devenait fragile. Trop de coïncidences. Trop de précautions. Ce n'était probablement pas un départ pour se reposer. C'était un déplacement stratégique. Et si des démarches juridiques étaient en cours? Alors le temps jouait contre moi. Ils pensaient peut-être agir pendant que je gardais leur fille, occupée et distraite. Ils me voyaient douce. Provisable. Un peu dépassée. Ils avaient peut-être oublié une chose. Avant d'être grand-mère, j'ai géré 40 ans de comptes, d'investissements, de décisions. Et je n'ai jamais laissé quelqu'un prendre le contrôle de ma vie sans le savoir. Ce soir-là, pour la première fois, le doute s'est transformé en conviction. Ce n'était pas un voyage. C'était une démarche. Je suis montée à l'étage, dans le petit bureau que je n'ouvrais presque plus depuis la mort de mon mari. Les dossiers étaient rangés comme je les avais laissés. Ordons. Etiquettes. Presque intouchés. J'ai tiré le tiroir du bas, celui où je gardais les papiers, au cas où. Factures anciennes. Guarantees. Copies notarials. Et, coincé entre deux chemises cartonnées, je l'ai vu. Une carte de visite un peu jaunie. Maître Maxime Abramov. Avocat au barreau de Paris. Executor testamentaire. Je suis resté immobile un instant. Maxime n'était pas seulement un avocat. Il était l'ami de mon mari depuis plus de 30 ans. C'est lui qui avait géré le testament, les formalités après le décès, les placements, la transmission. Discrète. Méthodique. Implacable quand il le fallait. Je n'avais pas eu besoin de l'appeler depuis des années. Tout était stable. Clair. Mais ce soir-là, la carte ne me paraissait plus être un souvenir administratif. Elle ressemblait à une bouée. Si Claire et Julien consultaient un avocat spécial. Alors moi aussi j'avais le mien. Pas un inconnu trouvé sur recommandation opportuniste. Quelqu'un qui connaissait l'histoire complète. Les actifs. Les structures. Les clauses. Quelqu'un qui savait que je n'étais ni distraite ni vulnérable. J'ai pris la carte entre mes doigts. Je n'étais plus dans l'inquiétude floue. Je passais à l'action. Il était presque 22 heures quand j'ai composé le numéro. J'ai hésité une seconde. Puis j'ai appuyé sur « Appeler ». Troisième sonnerie. Maître Abramov. Sa voix était la même que dans mes souvenirs. Calme. Stable. Maxime, c'est moi. Un silence très court. Madame Delaney. Tout va bien? Je n'ai pas tourné autour. Je lui ai expliqué, simplement. Le voyage soudain. Les rendez-vous. L'avocat évoqué par ma petite fille. Les mots contrôle, héritage, elle ne s'en rendra même pas compte. Je parlais sans trembler, sans dramatiser, comme si je lisais un rapport. À l'autre bout du fil,
Il ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai terminé, il y a eu un silence plus long. Pas d'incrédulité. Pas de surprise excessive. Un silence professionnel. Si les choses sont exactement comme vous les décrivez, c'est sérieux, a-t-il dit enfin. Pas peut-être. Pas on verra. Sérieux. Ils peuvent tenter quoi? Ai-je demandé. Une mise sous protection. Curatelle, tutelle, ou une demande de gestion anticipée. Avec les bons experts, certains dossiers passent plus vite qu'on ne le pense. Je me suis appuyé contre le mur. Je ne suis ni confuse ni incapable. Je le sais, a-t-il répondu immédiatement. Mais dans ce type de procédure, ce n'est pas toujours la vérité qui arrive en premier. C'est la version la mieux préparée. Cette phrase a suffi. Il avait compris. Il ne minimisait pas. Il ne dramatisait pas. Il analysait. Nous devons nous voir demain matin. En personne, a-t-il conclu, avant qu'il ne prenne de l'avance. Et dans sa voix, j'ai entendu quelque chose de clair. Nous n'étions plus dans l'hypothèse. Nous étions déjà dans la stratégie. Demain, 9 heures. Chez vous, a-t-il dit sans hésiter. Nous aurons le temps avant que votre petite fille ne rentre de l'école. J'ai regardé l'horloge au mur. 22h17. Tout semblait étrangement précis. Lucie prend le bus à 8h20, ai-je répondu. Elle sera en classe jusqu'à 16h30. Parfait. Nous aurons plusieurs heures. Apportez tous les documents récents. Déclarations fiscales, relevés, procurations éventuelles. Même ce qui vous paraît anodin. Sa voix était méthodique. Rassurant. Il ne parlait pas de conflit familial. Il parlait de dossier. Maxime. Ai-je ajouté plus doucement. S'ils ont déjà commencé quelque chose. Il n'a pas laissé de silence cette fois. Alors nous allons agir plus vite qu'eux. Simple. Net. Nous avons raccroché. Je suis resté quelques secondes avec le téléphone dans la main. La peur s'était transformée en organisation. Demain matin, la maison ne serait plus simplement un lieu de souvenir. Elle deviendrait le centre de défense. Je suis monté vérifier que Lucie dormait profondément. Son visage était paisible. Elle ignorait tous des mécanismes d'adulte qui pouvaient bouleverser une vie. Moi, je ne les ignorais plus. À 9 heures précises, nous commencerions. Et cette fois, je ne serais pas la grand-mère douce et distraite qu'ils imaginaient. Je sarai prête. À 9 heures précises, une berline sombre s'est arrêtée devant la maison. Maxime est entré avec sa mallette, saluant brièvement, sans formalités inutiles. Il a posé ses dossiers sur la table de la cuisine. Pas de phrase de compassion. Pas de « comment vous sentez-vous ». Il a ouvert un carnet. Nous allons parler clairement, a-t-il commencé. Si votre fille et son mari consultent un avocat, ce n'est pas pour une discussion philosophique. Il existe 3 voies possibles. Il les a énumérées calmement. Première option, une demande de mise sous protection juridique. Curatelle ou tutelle. Deuxième option, un mandat de protection future activé ou provoqué. Troisième option, une stratégie plus indirecte, démontrer une prétendue mauvaise gestion de vos actifs pour justifier une prise de contrôle temporaire. Il ne parlait pas de trahison. Il parlait de procédure. Je l'écoutais sans l'interrompre. Pour qu'une tutelle soit acceptée, il faut un dossier. Des attestations médicales. Des témoignages. Des éléments montrant une altération de vos facultés. Il a marqué une pause. Ce type de dossier ne se construit pas en une semaine. La phrase était lourde de sens. Donc s'ils ont commencé, ai-je dit. Alors ils préparent le terrain depuis un certain temps. Il a ouvert une autre chemise. Ensuite vient la gestion des actifs. Même sans tutelle, certains tentent de faire croire qu'ils agissent dans l'intérêt du parent. Réorganiser les placements. Vendre un bien. Sécuriser des fonds. Securiser. Le mot m'a fait presque sourire. Et pendant ce temps-là, ai-je demandé. Pendant ce temps-là, la personne concernée découvre trop tard que les décisions ont déjà été enclenchées. Silence. Le café refroidissait dans nos tasses.
La question n'est pas de savoir si vous êtes capable, a-t-il conclu. La question est de savoir s'ils peuvent convaincre quelqu'un du contraire. Pas d'émotion, pas de jugement. Juste la mécanique froide d'une possible stratégie. Et, à mesure qu'il parlait, je comprenais une chose essentielle. Ce n'était pas une dispute familiale. C'était un dossier à anticiper. Maxime a tourné une page de son dossier et a posé ses lunettes sur la table. Juridiquement, si quelqu'un souhaite obtenir le contrôle partiel ou total des décisions d'un parent âgé, il existe un cadre très précis. Il parlait calmement, presque comme dans un cours. Une demande peut être déposée auprès du juge des contentieux de la protection. On parle de curatelle si l'on estime que la personne a besoin d'assistance. De tutelle si l'on considère qu'elle ne peut plus gérer seule ses affaires. Il a relevé les yeux vers moi. Dans les deux cas, cela peut aboutir à la nomination d'un tiers chargé de superviser ou de prendre les décisions patrimoniales. Même sans mon accord. Oui. Si un dossier médical appuie la demande. La phrase est tombée sans brutalité. Juste un fait. Avec un certificat médical circonstancié, des éléments montrant une prétendue confusion, des décisions financières présentées comme imprudentes, un juge peut ordonner des mesures provisoires. Mes doigts se sont posés sur la table, immobiles. Et ces mesures provisoires donnent accès à quoi? Au compte, à la gestion des biens, à la possibilité de vendre, sous contrôle judiciaire, certains actifs si cela est jugé nécessaire à votre intérêt. Mon intérêt. Autrement dit, s'ils arrivent à convaincre qu'ils me protègent. Ils peuvent obtenir un levier légal, a-t-il terminé. Pas un vol. Pas une fraude flagrante. Une procédure. Et combien de temps cela peut-il prendre? Parfois quelques semaines pour enclencher. Plus si la contestation est organisée. Mais si la personne visée ne réagit pas rapidement, le dossier peut avancer vite. Il a refermé son dossier avec calme. La bonne nouvelle, c'est que ce type de démarche laisse des traces. La mauvaise, c'est qu'elle peut surprendre ceux qui pensent être à l'abri. Je me suis redressée. Il pensait peut-être que je ne comprendrais pas la différence entre protection et dépossession. Mais moi, je la comprenais très bien. Et je comprenais aussi qu'en droit, l'intention n'a pas d'importance. Seuls comptent les documents. Je suis restée silencieuse un moment. Puis un souvenir précis est remonté. Cette année, Claire m'a proposé que leur comptable s'occupe aussi de ma déclaration fiscale. Ai-je dit lentement. Elle m'a apporté les documents déjà préparés. Je les ai signés, sans tout relire en détail. Maxime n'a pas réagi tout de suite. Il a simplement noté la phrase. C'était pour me simplifier la vie, ai-je ajouté. Elle disait que je me compliquais trop avec mes papiers. Je me suis revue à la table de la salle à manger, stylo en main. Claire debout, à côté de moi. Précis. Rassurant. Fais-moi confiance, maman. C'est juste administratif. Juste administratif. Y avait-il une procuration jointe? A demandé Maxime calmement. Je me suis figée. Il y avait peut-être une signature en bas d'une page annexe. Une formule standard. Pour représentation auprès de l'administration fiscale. Je n'y avais même une autorisation limitée peut être utilisée comme point d'appui, a-t-il expliqué. Si quelqu'un veut construire un dossier montrant que vous déléguez déjà vos décisions, cela peut être présenté comme un précédent. Un précédent. Je me suis rappelé d'autres détails. Un accès temporaire à mon espace bancaire pour vérifier un virement. Une demande de copie de relevé pour le comptable. Un document signé parce que c'était plus simple. À chaque fois, je pensais aider. Faciliter. Ne pas compliquer. Je croyais rester en contrôle. Mais soudain, ces gestes bienveillants prenaient une autre forme. Des pièces éparses, qui, assemblées, pouvaient raconter une histoire différente. Pas celle d'une mère généreuse. Celle d'une femme qui délègue, qui hésite, qui a besoin qu'on décide pour elle. Ce ne sont pas des preuves d'incapacité, ai-je dit fermement. Non, a confirmé Maxime. Mais dans un dossier, on ne regarde pas une pièce isolée. On regarde la narration globale. Et je comprenais enfin.
Ce que j'avais fait par confiance pouvait devenir un levier. Pas parce que j'étais faible, mais parce que j'avais été indulgente. Nous avons ouvert le tiroir des dossiers et commencé à tout sortir. Relèves bancaires. Déclaration fiscale. Courrier de l'administration. Copies d'investissements. Maxime travaillait méthodiquement, classant, annotant, comparant les dates. Au bout d'une heure, il s'est arrêté sur une page. Cet investissement, vous vous en souvenez ? Je me suis penché. Un fonds dont le nom ne m'évoquait rien. Non. Il a vérifié une autre feuille. Et ce transfert vers un compte secondaire. Je me suis redressé. Je n'ai jamais ouvert de compte secondaire. Il n'a rien dit, mais a placé la feuille de côté. Plus nous avancions, plus des détails apparaissaient. Des relevés envoyés à une adresse légèrement différente. Un changement de contact administratif. Une demande d'actualisation signée avec une signature presque identique à la mienne, mais pas tout à fait. Presque. Je connais ma signature. Je la trace depuis 50 ans. Celle-ci ressemblait à la mienne comme une imitation prudente. Regardez la boucle du « D », a murmuré Maxime. La pression n'est pas la même. Il ne dramatisait pas. Il observait. Il y avait aussi des mouvements que je n'avais pas initiés moi-même. De petites sommes d'abord. Puis des réorganisations internes de placement. Rien d'illégal en apparence. Mais rien que j'ai demandé. Ce type de modification peut être présenté comme une gestion confuse, a expliqué Maxime. Surtout si l'on veut démontrer une perte de contrôle progressive. Une construction lente. 8 mois en arrière, peut-être davantage. Je me suis assise. Il ne s'agissait plus d'une discussion de famille autour d'un dîner. Quelqu'un avait préparé un terrain. Discreetment. En laissant des traces suffisamment ambiguës pour semer le doute. Vous voyez le schéma ? A-t-il demandé calmement. Oui. Je le voyais très clairement. Ce n'était pas une erreur isolée. C'était une narration en train d'être écrite. Et j'étais le personnage principal, sans avoir tenu le stylo. Maxime a rassemblé les feuilles suspectes en une pile distincte. Il les a alignées soigneusement, comme on reconstitue une chronologie. Regardez les dates, a-t-il dit calmement. Les modifications commençaient par de petites choses. Un changement d'adresse de correspondance. Un accès administratif élargi. Une réorganisation interne de placement, pour simplifier. Puis, progressivement, des décisions plus visibles. Un arbitrage financier présenté comme urgent. Un formulaire signé sans explication claire. Un courrier officiel auquel je n'avais jamais répondu, parce que je ne l'avais jamais reçu. Tout semblait légal. Isolé, chaque élément paraissait anodin. Mais ensemble. Ce n'est pas un hasard, a conclu Maxime d'une voix neutre. On construit ici un contexte. Il a tapoté doucement la pile. Un juge ne regarde pas seulement un acte. Il regarde une tendance. Si quelqu'un voulait démontrer que vous perdez le fil, il créerait une succession d'éléments montrant des décisions incohérentes. Des délégations imprudentes, des oublis. Je les regardais sans ciller. Vous pensez qu'ils ont. Je pense qu'un fond documentaire a été préparé. Il n'a pas accusé. Il a formulé. Un fond documentaire. Une sorte de décor administratif. Un arrière-plan sur lequel on pourrait projeter l'image d'une femme dépassée. Des signatures imprécises. Des arbitrages discutables. Des accès donnés, pour aider. Ce n'est pas une attaque frontale, a-t-il poursuivi. C'est plus subtil. On crée l'impression d'une gestion instable. Ensuite, on propose une solution, la protection. Protéger. Le mot devenait presque ironique. Je me suis redressé lentement. Il ne comptait pas me voler brutalement. Il comptait me présenter comme incapable. Et, si je ne réagissais pas, le récit serait déjà près le jour où il faudrait le raconter devant un juge. Bien, ai-je dit finalement. Ma voix était stable. Alors nous allons écrire la suite avant eux. Maxime a fermé le dossier avec un geste précis. La première chose à faire,
a-t-il dit, c'est reprendre l'initiative. Je n'ai pas posé de questions. Je savais déjà où il voulait en venir. Votre testament actuel date de plusieurs années. Il a été rédigé dans un contexte familial stable. Ce contexte a changé. Le mot était posé calmement. Change. Nous allons l'actualiser immédiatement. Je me suis redressée. Cela suffit. Ce n'est pas une solution émotionnelle. C'est une stratégie. Un testament récent, clair, structuré, avec des clauses de protection renforcées, envoie un signal fort. Il démontre votre pleine capacité juridique et votre volonté consciente. Il a ouvert une nouvelle chemise. Nous pouvons aussi prévoir des mécanismes empêchant toute prise de contrôle indirecte. Désignation d'un exécuteur indépendant. Création d'une structure de gestion encadrée. Exclusion explicite de toute intervention familiale en cas de procédure abusive. Je l'écoutais sans hésitation. Ce n'était plus une question de confiance. C'était une question de sécurité. Et si je décide de modifier la répartition? Il m'a regardé droit dans les yeux. Vous en avez le droit absolu. Et le fait de le faire aujourd'hui renforcera votre position. Un silence s'est installé. Je pensais à Lucie, à son visage sérieux sous la lumière de la veilleuse, à la phrase qu'elle avait répétée mot pour mot. Il pensait peut-être que mon héritage était déjà une certitude. Il ne l'était plus. Très bien, ai-je dit calmement. Nous actualisons. Aujourd'hui. Maxime a hoché la tête. Deuxième point, renforcer la protection juridique. Blocage bancaire sur les montants importants. Révocation des procurations. Notification officielle si quelqu'un tente une procédure sans vous en informer. Il ne parlait plus d'éventualité. Il construisait une forteresse administrative. Je ne resente isnițaure explosiv ni paniue. Juste une détermination froide. Ils avaient peut-être commencé à écrire un dossier contre moi. Je venais de poser la première pièce d'un dossier bien plus solide. Et cette fois, je tenais le stylo. Le lendemain matin, avant même que la maison ne s'éveille vraiment, j'ai appelé ma banque. Pas pour discuter. Pas pour demander conseil. Pour donner des instructions. On m'a transféré à la directrice d'agence. Sa voix était professionnelle, polie. « Madame, que puis-je faire pour vous ? Je souhaite mettre en place des restrictions immédiates sur l'ensemble de mes comptes. » Silence bref. Quel type de restrictions ? Toute opération supérieure à 5 000 € devra être effectuée exclusivement en ma présence physique, avec vérification d'identité. Aucun ordre à distance. Aucune validation téléphonique. Aucune procuration implicite. Elle a pris quelques secondes. Souhaitez-vous fixer un plafond différent ? Non. 5 000 €. Et si nécessaire, 10 000 pour certains comptes, mais uniquement avec double vérification. Je parlai lentement, precisement. Pas comme une personne inquiète. Comme une personne qui reprend le contrôle. Je souhaite également la révocation immédiate de toutes procurations actives. Même temporaire. Et l'ajout d'une mention, aucune délégation sans rendez-vous physique signé en agence. Cette fois, le ton de la directrice a changé. Moins administratif. Plus attentif. Très bien, madame. Nous allons formaliser cela par écrit. Vous devrez signer un avenant de sécurité. Je passerai cet après-midi. Quand j'ai raccroché, je n'ai ressenti ni soulagement ni agitation. Seulement une chose très claire. S'ils avaient prévu d'entrer par la porte bancaire, elle venait de se verrouiller. Et cette fois, la clé restait dans ma main. L'après-midi même, je me suis rendue à l'agence. Tout s'est fait sans scène, sans éclat. Assise face à la directrice, j'ai signé la révocation formelle des procurations pour faciliter. Celle que j'avais acceptée autrefois pour éviter des allers-retours inutiles. Celle que j'avais signée en confiance. Elles ont été annulées une par une. Plus aucun accès délégué. Plus aucun droit d'initiative au nom d'eux. Ensuite, nous avons passé en revue les accès numériques. Connexion bancaire. Application mobile. Espace fiscal en ligne.
Messagerie sécurisée. Tous les mots de passe ont été changés. Authentication renforcée activée. Notification par SMS remplacée par validation biométrique. Adresse e-mail secondaire supprimée. Même le numéro de téléphone associé au compte a été vérifié et sécurisé. Souhaitez-vous désactiver les opérations à distance ? A demandé la conseillère. Non. Je veux les conserver. Mais sous contrôle exclusif. Je ne voulais pas vivre dans la peur. Je voulais vivre avec des verrous solides. En rentrant chez moi, j'ai fait la même chose. Messagerie personnelle. Dossiers administratifs. Espace impôts. Sécurité sociale. Tout a été réinitialisé. Les anciens canaux, partagés, ont disparu. Les accès automatiques ont été supprimés. Les sauvegardes vérifiées. Ce n'était pas spectaculaire. Mais c'était méthodique. On coupe les excès. On referme les brèches. On nettoie les habitudes. Je ne savais pas encore jusqu'où ils avaient prévu d'aller. Mais une chose était certaine. S'ils comptaient agir à distance, il n'y avait plus de distance exploitable. En parallèle, Maxime m'a recommandé d'agir sur un autre terrain. Nous avons sécurisé le juridique et le bancaire, a-t-il dit calmement. Maintenant, il nous faut des faits, pas des suppositions. Il m'a transmis le contact d'un cabinet privé spécialisé en vérification et collecte d'informations. Pas pour espionner, pour établir une réalité vérifiable. Le rendez-vous s'est fait par téléphone, brièvement. Nous devons confirmer des éléments simples, ai-je expliqué d'une voix posée. Ma fille et son mari prétendent être en déplacement. Je souhaite savoir où ils se trouvent réellement et avec qui ils rencontrent. Uniquement dans le cadre légal. Lieu public. Rien d'illégal. La réponse a été professionnelle. Nous travaillons exclusivement sur observation en espace public et recoupement d'informations ouvertes. Rapport daté, horodaté, photos si nécessaire. Objectif, établir des faits. Exactement ce qu'il me fallait. Pas des interprétations. Pas des émotions. Des faits. Dans l'heure qui a suivi, j'ai transmis. Plaque d'immatriculation. Hôtel supposé. Nom de cabinet juridique susceptible d'être consulté. Habitude connue. Café avant rendez-vous. Quartier d'affaires fréquenté. Le spécialiste m'a répondu sobrement. Observation discrete lancée. Rapport sous 24, 48 heures. Je n'ai ressenti ni honte ni hésitation. Ce n'était pas une guerre familiale. C'était une vérification. S'ils étaient réellement en vacances, je le saurais. S'ils enchaînaient des rendez-vous juridiques, je le saurais aussi. Et dans une affaire où l'on prépare un dossier contre vous, la seule chose qui compte est de posséder la chronologie avant qu'elle ne soit utilisée contre vous. Le lendemain en fin d'après-midi, le téléphone a vibré. Message bref. Professionnel. Confirmation des déplacements. Aucun séjour touristique constaté. Je me suis isolé dans le bureau pour lire le rapport complet. Horodages précis. Photographie en extérieur. Entrée et sortie. Premier jour. Arrivée à Paris, quartier Opéra. Rendez-vous dans un cabinet spécialisé en droit patrimonial. Deuxième jour. Déplacement vers Lyon. Présence confirmée dans un cabinet de gestion d'actifs. Puis entretien dans une étude travaillant régulièrement sur des dossiers de tutelle et curatelle. Aucun musée. Aucun restaurant panoramique. Aucune activité qui ressemble à des vacances. Seulement des immeubles de verre. Des plaques professionnelles. Des salles d'attente feutrées. Le rapport était factuel. Les intéressés ont passé l'essentiel de leur journée dans des structures juridiques et financières. Durée moyenne des entretiens, 1h15 à 2h30. Aucun élément attestant d'un séjour récréatif. Je suis resté immobile. Ce n'était plus une hypothèse. Ce n'était plus l'inquiétude d'une nuit. Le voyage était un paravent. Il construisait quelque chose. Methodicament. Peut-être pensait-il que je ne vérifierais pas, que je me contenterais de leur message. Tout se passe très bien. Ça va changer notre vie. Oui,
Ça allait changer une vie. Mais pas comme il l'imaginait. J'ai transféré le rapport à Maxime avec une seule phrase. Nous avons la chronologie. Sa réponse est arrivée presque immédiatement. Parfait. Nous avons désormais l'avantage. Le surlendemain, le salon s'est transformé en cabinet provisoire. Maxime avait organisé les choses avec précision. Pas un médecin ami. Pas un avis complaisant. Une neurologue indépendante, inscrite sur les listes d'experts près la cour d'appel. Et un spécialiste en évaluation des capacités décisionnelles. Tout devait être incontestable. La docteure m'a observé sans indulgence inutile. Question simple, puis plus complexe. Date exact. Contexte politique actuel. Calcul mental. Rappel différé de mots. Analyse d'un scénario hypothétique. Ensuite, des situations financières. Si vous deviez arbitrer entre deux placements avec des profils de risque différents, que choisiriez-vous et pourquoi? Je répondais sans précipitation, sans vouloir réussir. Juste en étant moi. Le spécialiste financier a parcouru mes portefeuilles. Il m'a demandé d'expliquer certaines décisions, d'argumenter mes choix, d'identifier des incohérences potentielles. Je l'ai fait calmement. 2 heures plus tard, ils ont échangé à voix basse avec Maxime. Puis la neurologue s'est tournée vers moi. Aucune altération cognitive significative. Fonctions exécutives intactes. Capacité de jugement préservée. Le second expert a ajouté. Compréhension claire des mécanismes financiers. Décision cohérente et structurée. Aucun élément suggérant une vulnérabilité décisionnelle. Le rapport serait rédigé officiellement, signé, daté. Expertise independent. Opposable. Ce document n'était pas une défense émotionnelle. C'était un mur juridique. S'il tentait une procédure de tutelle ou de curatelle, il devrait affronter des conclusions médicales formelles. En refermant la porte derrière eux, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Pas du soulagement. De la solidité. Ils avaient peut-être préparé un récit. Moi, je venais d'obtenir une preuve. Le soir même, la table du salon était couverte de dossiers parfaitement ordonnés. Plus rien d'épars. Plus rien d'improvisé. Maxime avait structuré l'ensemble en 3 sections claires. 1. Les preuves factuelles. Au rapport d'observation confirmant les rendez-vous juridiques à Paris et Lyon. Horodatage, photos extérieures, chronologie complète. Copie des documents bancaires suspects. Analyse des anomalies administratives. Chaque pièce numérotée. Datée. Classée. 2. Les protections juridiques déjà activées. Nouveau testament actualisé. Aux révocations officielles des procurations. Aux restrictions bancaires signées et enregistrées. Au rapport médical et expertise de capacité décisionnelle. Un socle solide. Indisputable. 3. Le plan de réaction en cas d'attaque judiciaire. Maxime parlait sans dramatiser. S'il dépose une demande de mise sous tutelle ou curatelle, nous procédons ainsi. Dépôt immédiat du rapport médical indépendant. Contestation formelle pour procédure abusive. Demande de dommages pour atteinte à l'image et pression familiale. Communication directe au juge des éléments montrant la préparation anticipée de la démarche. Nous ne réagissons pas. Nous anticipons. Il avait déjà préparé un modèle de réponse. Des requêtes prêtes à être déposées sous 24 heures. Même un scénario alternatif si la pression devenait médiatique ou sociale. Je regardais l'ensemble. Ce n'était plus une crainte diffuse. C'était un dispositif complet. Vous comprenez, a ajouté Maxime calmement, qu'à partir de maintenant, toute tentative de leur part se retournera contre eux. Ils pensaient agir en position de force. Mais ils ont laissé des traces. Je me suis levée pour fermer les rideaux. La maison était silencieuse. Ils croyaient peut-être que j'étais seule. Fragile. Improvisable. En réalité, tout était désormais structuré. Proofs. Protection. Plan. Et si un jour un courrier du tribunal arrivait, il ne serait pas une surprise.
Il serait simplement la prochaine étape prévue, dans un dossier déjà prêt. La veille de leur retour, je n'ai rien laissé au hasard. Le serrurier est arrivé en fin de matinée. Pas en urgence. Pas dans la panique. Simplement parce qu'il était temps. Les anciennes serrures ont été remplacées par des modèles renforcés. Clés sécurisées, non duplicables sans carte propriétaire. Nouveau cylindre à l'entrée principale. Verrou secondaire côté jardin. Le technicien m'a expliqué les options. Je l'ai écouté attentivement. Je ne cherchais pas à me barricader. Je voulais supprimer toute ambiguïté. Ensuite, une petite société recommandée par Maxime est venue installer 2 caméras discrètes. Une orientée vers l'entrée. Une vers l'allée latérale. Pas ostentatoire. Pas agressive. Mais enregistrant en continu, avec sauvegarde externe. Les images sont stockées sur serveur sécurisé, m'a confirmé l'installateur. Impossible de les effacer localement. Parfait. L'après-midi, je me suis rendue à la banque. La gestionnaire m'a conduite au coffre. Porte lourde. Couloir futur. Pièce silencieuse. Dans la boîte de sécurité, j'ai placé les bijoux de famille, l'argenterie ancienne, certains documents originaux, une clé USB contenant l'intégralité des preuves, une copie du Nouveau Testament, les rapports médicaux et juridiques numérisés. Rien d'émotionnel. Juste une mesure logique. Si la situation dégénérait, aucun document ne serait égaré. Aucun objet ne deviendrait une monnaie d'échange. En refermant la boîte, je n'ai ressenti ni tristesse ni peur. Seulement une clarté nette. Ils allaient rentrer en pensant retrouver le même décor. Mais le décor avait changé. Les accès contrôlés. Les preuves protégées. Les biens sécurisés. Et surtout, je n'étais plus en position de subir. Je n'ai pas voulu que Lucie voie dans ses préparatifs une guerre invisible. Alors j'ai changé le décor. Quand je lui ai dit que nous allions organiser les trésors de la maison, ses yeux se sont allumés immédiatement. Un vrai trésor. Un vrai. Mais pas celui des pirates. Le nôtre. Nous avons sorti une grande boîte en velours et quelques pochettes en tissu. Je lui ai expliqué que certaines choses importantes doivent être gardées dans un endroit très sûr, comme dans les histoires d'aventure. Pas parce qu'on a peur, parce qu'on est responsable. Nous avons fait le tour de la maison comme 2 archivistes. La vieille broche bleue. Les pièces d'argenterie gravées. Les lettres anciennes. Je lui racontais brièvement l'histoire de chaque objet. Elle les manipulait avec un sérieux impressionnant. On les protège pour plus tard. Exactement. On protège ce qui compte. Je voyais qu'elle observait plus que les objets. Elle me regardait. Ma façon de parler. De decidir. De ne pas trembler. Je n'ai jamais prononcé le mot danger. Je lui ai parlé d'organisation. De prudence. De responsabilité. Sur le chemin de la banque, elle m'a demandé. C'est un secret. Ce n'est pas un secret. C'est une mission. Dans le coffre, elle a regardé autour d'elle comme dans un film. Et quand la boîte s'est refermée, elle a soufflé. On dirait que tout est en sécurité. Parce que ça l'est. Le soir, en rentrant, elle semblait apaisée. Elle n'avait pas vu une grand-mère inquiète. Elle avait vu une adulte qui agit. Et parfois, pour un enfant, ce n'est pas l'absence de problème qui rassure. C'est la certitude que quelqu'un tient la situation. Le jour de leur retour, je n'ai pas attendu dans l'angoisse. J'ai préparé le terrain. La maison était impeccable. La table du salon dégagée. 3 dossiers alignés, fermés, étiquetés. Une clé USB posée à côté, sobrement. Pas de cris. Pas de reproches écrits sur des post-it. Juste des faits. Les caméras fonctionnaient. Les nouvelles serrures étaient en place. Les documents sensibles n'étaient plus dans la maison. Quand la voiture s'est arrêtée devant le portail, j'ai respiré lentement. Lucie était à l'étage, occupée à ranger ses affaires. Je lui avais dit simplement. Je parle d'abord. La porte a sonné. Ils sont entrés avec leurs valises et leur ton neutre de retour de voyage.
Le regard de Thomas a glissé vers la serrure neuve. Claire a remarqué l'absence de certains objets. Tu as changé les verrous? Oui. Rien de plus. Nous sommes passés au salon. Je me suis assise. Je leur ai indiqué les 2 fauteuils en face. Calme. Measure. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, écoutez. J'ai ouvert le premier dossier. Rapport d'observation. Dates. Lieu. Cabinet juridique à Paris. Bureau financier à Lyon. Le silence s'est épaissi. Deuxième dossier. Restrictions bancaires. Révocation des procurations. Confirmation officielle. Troisième. Expertise medical independent. Attestation de pleine capacité. Je n'ai pas haussé la voix. Tout est sécurisé. Tout est documenté. Et tout est prêt si une procédure devait être engagée. Thomas a tenté un demi-sourire. Tu dramatises. Non. J'anticipe. La clé USB a glissé sur la table. Les enregistrements existent. Les preuves aussi. Aucun éclat. Aucune accusation hystérique. Juste un fait posé. La dynamique avait changé. Ce n'était plus une discussion familiale floue. C'était une situation encadrée. Je ne cherchais pas à les humilier. Je cherchais à établir une ligne. Si vous souhaitez une relation saine, elle se fera dans ces conditions. Sinon, tout passera par voie juridique. La pièce était silencieuse. Ce qui les déstabilisait n'était pas la colère. C'était le contrôle. Tout était préparé. Tout était fixé. Rien n'était improvisé. Et pour la première fois, je n'étais pas en réaction. J'étais en position. La voiture s'est arrêtée devant la maison à 19h42. Je l'ai su sans regarder. Le bruit du moteur, la portière qui claque toujours 2 fois, la valise qu'on traîne trop vite sur les graviers. Je suis resté immobile dans l'entrée. La nouvelle serrure brillait encore légèrement sous la lumière du porche. La sonnette a retenti. Quand j'ai ouvert, Claire s'est figée une fraction de seconde. Son regard est descendu vers la poignée. Puis vers la serrure. Tu as changé le cylindre. Oui. Ma voix était calme. Stable. Thomas a levé les yeux vers la façade, comme s'il cherchait autre chose qui aurait bougé. En entrant, ils ont compris. La console du couloir était vide. Plus de lampes anciennes. Plus d'argenterie. Plus de cadres anciens dans le salon. Les espaces n'étaient pas désordonnés. Ils étaient nettoyés. Claire a posé sa valise sans quitter la pièce des yeux. Où sont passées certaines choses? En sécurité. Pas un mot de plus. Ils ont avancé jusqu'au salon. Je me tenais droite, les mains posées sur le dossier d'un fauteuil. Ni aggressive, ni tremblante. Thomas a tenté un ton léger. On dirait que tu as fait du tri. J'ai fait le nécessaire. Le silence est devenu lourd. Ce n'était pas un silence de conflit. C'était un silence de déséquilibre. Ils étaient rentrés en pensant retrouver une maison identique. Ils trouvaient un espace sous contrôle. Nouvelle serrure. Objet absent. Présence différente. Claire m'a observé plus attentivement. Ce n'était pas la maison qui avait changé. C'était moi. Il n'y avait ni colère visible ni supplication. Seulement une assurance froide. Et c'est cela qui les a déstabilisés. Parce qu'ils comprenaient, sans que je le dise encore, que quelque chose avait basculé. Et que cette fois, je ne jouais plus le rôle qu'ils avaient prévu pour moi. Je n'ai pas élevé la voix. Je me suis simplement dirigée vers la table du salon. 3 dossiers. Une clé USB. Un téléphone posé à côté. Claire a compris que ce n'était pas une discussion improvisée. Avant que vous ne parliez, ai-je dit calmement, je vais vous montrer quelque chose. J'ai ouvert le premier dossier. Voici la chronologie de votre séjour. Dates. Addresses. Cabinet juridique à Paris. Bureau financier à Lyon. Heure d'entrée et de sortie. Thomas a blêmi légèrement. C'est ridicule. Nous étions en déplacement professionnel. Oui, ai-je répondu. Juridique. Patrimonial.
Total potentiel. Le silence s'est tendu. J'ai branché la clé USB à l'ordinateur portable posé sur la table. Un extrait audio a commencé. Une voix familière. Des mots précis. Procédure. Gestion temporaire. Prise de contrôle. Je l'ai arrêté. Les copies sont sécurisées. Je suis passé au deuxième dossier. Expertise medical independent. Conclusion claire. Fonctions cognitives intactes. Capacité décisionnelle préservée. Dati. Signee. Le troisième dossier. Restrictions bancaires. Blocage des opérations supérieures à 5 000 € sans ma présence physique. Révocation des procurations. Double authentication activé. Toute tentative d'intervention à distance est désormais impossible. Claire m'a regardé comme si elle cherchait la faille. Il n'y en avait pas. Tu nous surveilles maintenant ? A lâché Thomas. Non. J'ai vérifié. Je me suis redressée. Vous avez préparé quelque chose. Moi aussi. Aucune hystérie. Aucun reproche personnel. Seulement des faits. Des preuves. Des attestations. Des verrous. Ce qui les déstabilisait n'était pas le contenu. C'était la structure. Ils pensaient agir en avance. Ils venaient de comprendre qu'ils étaient déjà en retard. Je les ai laissés encaisser quelques secondes. Puis j'ai ouvert le dernier dossier. Il reste un point essentiel. Claire m'a regardé avec méfiance. Thomas n'a rien dit. J'ai actualisé mon testament. Le mot est tombé sans trembler. Silence immediate. Actualisé, comment ? A demandé Claire d'une voix plus basse. Entièrement. Je me suis assise face à eux. Vous êtes exclus de toute transmission directe. L'intégralité de la succession est désormais destinée à Lucie. Pas en pleine propriété immédiate, mais via une structure protégée. Thomas a froncé les sourcils. Quelle structure ? Un fonds successoral avec gestion indépendante. Administré par un tiers professionnel. Sous supervision notariale. Aucun contrôle familial. Aucun accès anticipé. Je n'ai pas haussé le ton. Jusqu'à ses 30 ans, les fonds seront strictement encadrés. Utilisation pour études, logement, santé. Rien d'autre. Claire Polly. Tu nous punis. Non. Iescurisse. Je me suis penchée légèrement en avant. Et si vous envisagiez toujours une procédure de tutelle ou de curatelle ? Je leur ai montré l'attestation médicale. Elle est déjà vouée à l'échec. Expertise independent. Capacité confirmée. Dossier préparé. Ma voix est restée parfaitement stable. Toute tentative abusive se retournerait contre vous. Avec dommages et intérêts potentiels. Thomas a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il comprenait. Le levier principal qu'ils imaginaient utiliser. Benaite disparaitre. Je me suis levée. Je ne cherche pas le conflit. Je cherche la clarté. Puis j'ai ajouté, lentement. Mon patrimoine n'est pas un projet à optimiser. Et ma lucidité n'est pas une variable négociable. La pièce est restée silencieuse. La bascule venait d'avoir lieu. Il n'avait plus ni accès, ni pression juridique possible, ni certitude d'héritage. Et pour la première fois, ce n'était pas moi qui devais me défendre. Je ne leur ai pas laissé le temps de reformuler. Maintenant, les règles changent. Claire a relevé la tête. Thomas a croisé les bras. Je suis restée calme. Premièrement, Lucy. Un calendrier fixe. Un mercredi sur 2 après l'école. Un week-end sur 2. Confirmé à l'avance. Aucune annulation de dernière minute sauf urgence réelle. Claire a voulu intervenir. Je l'ai arrêtée d'un geste léger. Pas de « on verra ». Pas de « si ça nous arrange ». Un planning clair. Stable. Je me suis tournée vers Thomas. Deuxièmement, l'argent. Il n'y aura plus de virements spontanés. Plus d'aide temporaire. Plus de chèques signés sans lecture. Silence. Vous êtes adulte.
Votre niveau de vie vous appartient. Il ne repose plus sur mes comptes. Thomas a tenté un sourire tendu. On ne comptait pas. Ce n'est pas une discussion. C'est un cadre. Je me suis redressé. Troisièmement, aucune initiative juridique derrière mon dos. Aucun rendez-vous. Aucun expert. Aucune tentative de me représenter ou de parler en mon nom. Claire a murmur. Tu nous surveilles maintenant? Non. J'ai posé des limites. Je les ai regardées l'un après l'autre. Toute tentative de pression administrative, de manipulation ou de procédure déguisée mettra fin à tout dialogue direct. Uniquement par avocat. La pièce était froide. Pas glaciale. Clairvoyante. Ce ne sont pas des menaces. Ce sont des conditions. Lucie a ri à l'étage, insouciante. Je me suis adoucie d'un ton. Si vous respectez ces règles, il restera une famille. Sinon, il restera des dossiers. Aucun éclat. Aucun cri. Juste une frontière nette. Et cette fois, elle ne bougerait plus. Le silence a duré plus longtemps que prévu. Puis Claire a parlé la première. Maman, on peut discuter calmement. On est une famille. On peut régler ça, humainement. Le mot était soigneusement choisi. Humanement. Thomas a enchaîné, plus pressé. On a peut-être été maladroit. On voulait juste anticiper. Tu interprètes ça comme une attaque. Ce n'était pas le cas. Je les ai laissés parler. La panique ne criait pas. Elle s'entendait dans les respirations courtes, dans les phrases qui se contredisaient, dans les tentatives de minimiser. On peut tout remettre à plat, a ajouté Claire. Pas besoin de structure, de blocage. On peut s'arranger. S'arranger. Je suis restée droite. Les structures restent. Thomas a changé de registre. Tu nous mets dans une situation impossible. Les banques, les notaires, tu nous traites comme des étrangers. Non. Je vous traite comme des adultes responsables de leurs actes. Claire a baissé la voix. On n'irait jamais jusqu'au tribunal. Je l'ai regardé sans agressivité. Vous êtes allé jusqu'à des cabinets spécialisés en tutelle. Le mot a frappé plus fort que n'importe quel reproche. Thomas a tenté une dernière approche. Envelate securissa. Si jamais il t'arrivait quelque chose. Il m'arrivera quelque chose un jour. Comme à tout le monde. Mais ce jour-là, les décisions seront déjà encadrées. Pas improvisées par peur. Leur posture avait changé. Ce n'était plus l'assurance du retour. C'était la recherche d'une issue. On peut effacer ça, a murmuré Claire. Non, ai-je répondu calmement. On peut avancer à partir de là. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas attaqué. Je n'ai pas cédé. Le cadre est posé. Si vous le respectez, la relation continuera. Si vous tentez de le contourner, elle changera de nature. Il comprenait. Ce n'était pas une mère blessée. C'était une femme structurée. Et pour la première fois, leurs mots ne suffisaient plus à déplacer la ligne. Il n'y a pas eu de grande scène finale. Pas de pardon spectaculaire. Pas de rupture dramatique. Seulement une chose plus solide que les émotions, des limites. J'ai compris quelque chose que j'aurais dû comprendre plus tôt. Poser des frontières n'est pas une cruauté. C'est une protection. On nous apprend souvent que l'amour, surtout maternel, doit être souple, disponible, Comprehensive. mais lorsqu'il devient automatique, lorsqu'il se transforme en facilité permanente pour les autres, il cesse d'être de la générosité. Il devient une habitude. Être pratique, arrangeante, compréhensive. Cela peut glisser doucement vers une forme d'effacement. Et l'effacement finit toujours par coûter plus cher que le conflit. Ce que j'ai fait n'était pas une vengeance. C'était un rééquilibrage. J'ai protégé mes biens. Mais surtout, j'ai protégé ma dignité. Les limites n'éloignent pas les gens de bonne foi. Elles révèlent ceux qui n'étaient là que pour l'accès. Et parfois, il vaut mieux affronter une tension claire une seule fois, que vivre toute une vie dans un confort fragile, où l'on n'ose jamais dire non. Se défendre une fois, fermement,
Évite de se trahir chaque jour, silencieusement. La sécurité ne vient pas de la douceur infinie. Elle vient de la clarté. Et la clarté, même froide, vaut toujours mieux que d'être pratique pour tout le monde. Sauf